Bonjour à tous, bienvenue dans cette 19e séance de ce cycle de cours que nous avons intitulé Analyse vectorielle et calcul d'intégrales multiples. Je vous rappelle que lors de la précédente séance, nous avions établi le fameux théorème de Green-Riemann et nous allons en voir aujourd'hui quelques applications avec en ligne de mire la démonstration du fameux théorème de Green-Ostrogradsky. Alors tout d'abord, application, on va dire immédiate quelque part, application du théorème de Green-Riemann. Alors si vous voulez, deux remarques d'abord pour commencer. Première remarque, je vous rappelle que l'écriture du théorème de Green-Riemann tel que nous l'avions établi s'écrit sous la forme suivante. Somme sur oméga de dg sur dx moins df sur dy dx dy, c'était ni plus ni moins que l'intégrale sur le bord de oméga de f dx plus g dy. Où, je vous rappelle, que oméga est un ouvert de R2 toujours dans nos considérations sans pathologie géométrique. Ce n'est pas le lieu de commencer par considérer ce genre de pathologie géométrique, sinon on n'arrive à mettre en place aucun résultat. Il faut progressivement relâcher certaines hypothèses. Encore une fois, ici, ce n'est qu'une initiation à ces sujets et donc je considère que tout va bien dans le meilleur des mondes. La mer est calme, le drapeau est vert, la baignade est autorisée. Allons-y. Donc, oméga est absolument régulier, le bord ne présente pas non plus de points de rebroussement, ce qu'on appelle aussi des points de fissure en mécanique des solides. C'est un bord régulier, le bord est C1 par morceau si vous voulez. Il est sans point double, la courbe n'est pas encore avec des tours et des nœuds de partout, ce n'est pas notre propos. Alors dans ce cas-là, on a établi ce théorème, bien évidemment, de nouveau avec f et g, des fois une fonction qui sont continues à dérivée partielle première continue jusque sur le bord, comme ça tout va bien. Ce sont des intégrales de Riemann, ni plus ni moins au sens classique du terme. Alors la remarque est la suivante, évidemment l'intégrale sur le bord des ronds oméga, on peut la relire comme nous l'avions vu de deux manières différentes. Soit on la relie comme une circulation d'un champ de vecteurs, soit on la lit, on l'interprète comme ce qui est exactement complètement équivalent. Rappelez-vous, encore une fois, c'était il y a de nombreuses séances. On la relie comme tout simplement l'intégrale d'une forme différentielle, d'une forme différentielle, sur le bord des ronds oméga. C'est la raison pour laquelle, si on pose, justement, dans cette interprétation de une forme différentielle, oméga égale f dx plus g dy, je vous rappelle que nous avions vu que, sous réserve que la différentielle de cette une forme soit licite, et donc je vous renvoie à ce cours concernant les différentiels de une forme différentielle, la forme différentielle d oméga n'est ni plus ni moins la deux formes différentielles, et on l'avait définie comme telle, à savoir dg sur dx moins df sur dy. Et rappelez-vous, on avait noté cela, dx extérieur dy. Ça, c'était le cours sur les une et deux formes différentielles, où la différentielle d'une forme était une de forme, comme je viens de le rappeler. Alors, si l'on note dans le cadre du calcul intégral, on note, lorsque l'intégrale existe, dx extérieur dy, c'est dx dy en quelque sorte. C'est une notation, on transforme lorsque la quantité est intégrable, et ce qui est le cas dans notre cas de figure du théorème de Green-Riemann, ici précisément. Vous reconnaissez ici le poids, j'ai envie de dire, de structure de la deux formes différentielles. Alors, finalement, Green-Riemann s'écrit dans ce cas-là, moyennant
cette notation, c'est un changement de notation. Hein. Ne voyez pas dans ton loupe, il n'y a pas de tour de passe-passe, il n'y a pas de magie. Il y a simplement que lorsque dans le cadre du calcul intégral, eh bien l'intégrale d'une deux formes différentielles, cette intégrale-là, lorsqu'elle existe, et lorsqu'elle existe, c'est-à-dire lorsque ici f et g sont des dérivées partielles premières, continuent jusque sur le bord, je ne reviens plus là-dessus. Alors lorsque cette intégrale existe, eh bien on n'écrit pas l'intégrale avec dx extérieur dy, mais on l'écrit avec dx dy. Alors à ce moment-là, vous voyez ce que l'on a, eh bien Green-Riemann finalement s'interprète comme l'intégrale sur oméga de d oméga, c'est ni plus ni moins d oméga maintenant, vu le rappel qui est là, et donc ça c'est égal à l'intégrale sur le bord de oméga, de là une forme différentielle. Eh bien cela, cette, comment dirais-je, relation, ou cette interprétation de cette égalité intégrale en termes de forme différentielle via la une forme et la deux formes associées, d oméga, eh bien, c'est ce qui conduira, c'est un cas particulier, c'est ce qui conduira à la fameuse formule de Stokes, dont vous avez certainement entendu parler, formule de Stokes que nous aborderons plus tard. En tout cas, en structure, c'est exactement cette écriture. Mais dans notre cas particulier, il s'agit de l'intégrale d'une forme avec sa différentielle qui est une deux formes. La forme de Stokes, c'est l'intégrale d'une P-forme différentielle. Et donc là, vous voyez, évidemment, si ça c'était une forme, ça deux formes comme différentielle, eh bien la différentielle d'une P-forme, c'est une P plus une forme. Bon, vous avez compris, et donc là, il va falloir faire ce qu'il faut avec oméga et d rond oméga pour donner un sens à tout cela. C'est la fameuse formule de Stokes. Ça, c'était la première remarque. Voyons à présent la deuxième remarque qui va nous conduire à une application du théorème de Green-Riemann. C'est pour tout de suite. Donc, je vous ai rappelé ici la formule de Green-Riemann que nous venons de réinterpréter en termes de forme différentielle concernant le membre de droite. Eh bien, nous allons procéder maintenant à une deuxième remarque, encore une fois. Mais cette fois-ci en procédant à une interprétation vectorielle, cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on va réécrire cette formule de Green-Riemann en n'introduisant pas la notation de forme différentielle associée, mais la notation de champ de vecteurs associé. Alors, on va carrément, si vous voulez, considérer un champ de vecteurs V1, V2, avec les bonnes conditions de régularité. Alors, à partir de cela, eh bien, on va pouvoir écrire ni plus ni moins que l'intégrale sur oméga dans ce cadre. Si V1 et V2 admet des dérivées partielles premières continues sur oméga bar jusque sur le bord, etc., eh bien on va avoir d de V2 sur dx moins d de V1 sur dy, dx dy égale, eh bien évidemment, somme sur le bord de V1 dx plus V2 dy, mais ça, vous le savez très bien, c'est l'intégrale sur oméga de V de m scalaire dm, on va dire comme ça, hein, encore une fois avec le domaine oméga. Ici on a un point m sur le bord, d rond oméga, orienté ici dans le sens positif, trigonométrique. Donc ça c'est tout simplement la même écriture, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais avec un regard vectoriel. Alors pourquoi c'est intéressant? Regardez bien. Eh bien, évidemment, du point de vue vectoriel, je vous rappelle que si on a d de V2 sur dy moins d de V1 sur d de V2 sur dx, évidemment, vous aviez corrigé, moins d de V1 sur dy égale à 0 dans oméga. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, je vais vous faire une décompression, un dézippage de nos séances antérieures, mais vous allez vous en rappeler très rapidement, j'en suis intimement convaincu. Ça veut dire que V1 dx, ça veut dire que la forme différentielle oméga égale V1 dx plus V2 dy est fermée. Donc si elle est fermée, rappelez-vous, elle est exacte sur un ouvert étoilé, théorème de Poincaré version faible que nous avions démontré. Donc ça implique que oméga est exact si si grand oméga, hein, oméga, la forme différentielle est exacte, si grand oméga est un ouvert étoilé, de R2. Ça, c'est Poincaré,
théorème de Poincaré. Et je vous rappelle que la version forte, c'est si oméga est un ouvert simplement connexe, que ce que nous n'avions pas établi, c'est une extension de cette première version du théorème de Poincaré pour les ouverts étoilés. Alors là, ici, oméga est un ouvert largement étoilé. On va considérer, même on pourrait considérer qu'oméga est un ouvert simplement connexe. Mais bon, sur cet aspect encore géométrique, on est dans les bonnes conditions qui nous permettent de conclure. Sinon, évidemment, tout s'écroule. Alors certains vont me dire dans les remarques, et j'entends bien, et qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on n'est pas dans ces cas-là? Eh bien on fait un costume sur mesure, je vous l'ai déjà dit, les mathématiques, ce n'est pas du prêt-à-porter, quoi. Donc il y a des familles de résultats, il y a des familles de problèmes, il y a autant que faire se peut des cas génériques, mais il y a ceux qui sortent du cas générique. Hein. Le meilleur exemple, rappelez-vous, on en a parlé dans le cycle de cours d'équations dérivées partielles du point de vue de l'analyse mathématique. Vous avez les équations dérivées partielles linéaires et vous avez les équations dérivées partielles non linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est non linéaire? Eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas linéaire. Donc, tout ce qui n'est pas linéaire est non linéaire. Et donc, il n'y a pas de théorie généraliste. Alors, il y a quelques familles de problèmes non linéaires qu'on sait traiter. Bah oui, mais c'est déjà des costumes sur mesure, vous comprenez? Exactement la même chose ici. Si oméga vérifie les propriétés géométriques qui nous permettent de conclure, tout va bien. Et puis sinon, on fait un costume sur mesure. Et ça peut être du domaine de la recherche, parce qu'il n'y aura pas de résultat connu à ce jour dans le cadre qui vous intéresse. À vous de le mettre en place, de l'adapter, de le construire. C'est la vie de la science, c'est la vie de la recherche, voilà. Une fois que ça c'est dit, je vous rappelle donc que si oméga exact, pardon, parce qu'il est fermé, si oméga, grand oméga est un ouvert, on va dire étoilé ou simplement connexe. Alors dans ce cas-là, ça veut dire aussi, on l'avait vu, que si la forme différentielle est exacte, ça veut dire que le champ de vecteur grand V est un champ de gradient, Oui, V s'écrit grade U, il existe un champ scalaire, rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle un champ de gradient. Donc, si cette, si cette quantité est nulle, hein, je pars de ce point de départ. Ah oui, partir d'un point de départ, c'est une excellente idée, hein, d'accord, parce que partir d'un point d'arrivée, ça va être pas très constructif. Alors, si on considère ce point de départ, alors, sous réserve de régularité géométrique, on vient d'arriver à très simplement reconstruire, rappelez-vous, ça c'était nos différents cours sur les formes différentielles, etc. V est un champ de gradient. Eh bien, regardez, la formule de Green-Riemann va nous donner ce résultat-là, il est devant vos yeux. J'efface un instant et je vous le remontre comme nous venons de le construire par les propriétés de forme différentielle. C'est pour tout de suite. Alors, je reprends la formule de Green-Riemann et si, donc, je suppose que d de V2 sur dx moins d de V1 sur dy égale à 0 dans oméga. Alors là, ça implique, par la formule de Green-Riemann, vous voyez ce qui se passe, que l'intégrale sur la circulation ou l'intégrale curviligne sur d rond oméga de V1 dx plus V2 dy, c'est-à-dire, comme je l'ai réinterprété, V2m scalaire dm égale à 0. Donc si cette propriété maintenant est vraie, imaginons que ce que l'on écrit soit vrai pour toute courbe fermée délimitant le domaine oméga concerné. Vous voyez qu'il en résulte que la circulation sur la courbe fermée d rond oméga est nulle. Eh bien, si cette propriété est vraie dans oméga et que oméga est quelconque et que oméga est délimité par une courbe d rond oméga, comme c'est le cas ici, sans point double, simple, avec les propriétés géométriques que nous considérons depuis le début, eh bien vous avez donc que cette propriété engendre directement par la formule de Green-Riemann que la circulation de ce genre de vecteur sur toute courbe fermée est nulle.
Ah oui, mais la circulation d'un champ de vecteur qui est nul sur toute courbe fermée, c'est ce qu'on appelle un champ de vecteur à circulation conservative. Rappelez-vous, je vous renvoie dans ces définitions de ces cours que nous avions vus il y a de nombreuses semaines. Et alors, un champ de vecteur à circulation conservative, c'est ni plus ni moins qu'un champ de gradient. Ça aussi, nous l'avions établi. Autrement dit, nous retrouvons que si cette propriété est nulle dans les bonnes conditions géométriques, eh bien, nous retrouvons que le champ de vecteur V de composantes V1, V2, vérifiant cette propriété, n'est ni plus ni moins qu'un champ de gradient, mais cette fois-ci en passant par le biais de la réinterprétation de ce que l'on appelle des champs de vecteurs à circulation conservative. Eh bien, ni plus ni moins, nous avons terminé pour cette première partie de remarques et donc d'interprétation du théorème de Green-Riemann. Voyons à présent deux applications, si vous voulez, une application qu'on va dire numérique et puis le fameux théorème de Green-Ostrowski. Alors à présent, une application, on va dire, beaucoup plus pragmatique que ces remarques qui sont fondamentales, application finalement de cette formule de Green-Riemann au calcul d'aire d'un domaine grand D. Donc application au calcul d'aire. Eh bien, on va supposer, si vous voulez, qu'on est dans un cas particulier lorsqu'on va pouvoir appliquer la formule de Green-Riemann dans le cas particulier suivant. Alors, je peux l'écrire, si vous voulez, du point de vue vectoriel ou du point de vue fonctionnel avec f et g, ça revient strictement au même. Supposons que d de v2 sur dx moins d de v1 sur dy, hein, dans l'interprétation il y a quelques instants, c'était cette quantité, on l'avait supposée nulle, et bien on va supposer qu'elle est égale à 1 dans oméga. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Green-Riemann, dans ce cas-là, la formule de Green-Riemann, elle s'écrit, eh bien, somme double sur oméga de 1 dx dy, et vous voyez que ça, c'est ni plus ni moins que l'aire, c'est ni plus ni moins que l'aire de oméga. Eh bien, l'aire de oméga, dans ce cas-là, ça serait égal à l'intégrale donc sur d rond oméga de v1 dx plus v2 dy. Donc, il nous faut maintenant trouver des champs de vecteurs v qui nous permettent d'avoir cette écriture pour spécifier cette formule. Alors, les spécifications qui permettent de construire, ce sont des cas pathologiques. Lorsque v1 est nul ou lorsque v2 est nul, alors si v égale 0 pour la composante v1, et vous voyez que si v1 est nul, il suffit que 2 de v2 sur dx soit égal à 1, donc on va prendre que v2 est égal à x. Même cause, mêmes effets. Si on va prendre v qui vaut, alors en composante en y 0, v2 égale 0, donc on a d de v1 sur dy égale moins 1, donc il faut prendre moins y pour qu'en dérivant, vous retombez sur 1 pour cette combinaison. Ou si grand V s'écrit, alors la combinaison des deux, si vous voulez, hein, vous allez prendre moins y et x. Alors si vous dérivez, évidemment, vous faites former cette combinaison-là, très simplement, vous allez voir que ça vaut 2. Tout simplement. Donc, ici, il faut diviser par 1/2. Alors, on a, dans ces trois cas de figure, on va dire la chose suivante, on peut calculer l'aire de D, l'aire de oméga, pardon, par, eh bien, allons-y, hein, il suffit de réécrire cela dans les trois cas de figure hein, que nous venons de construire très simplement. Eh bien, c'est la circulation, ou c'est l'intégrale curviligne sur D rond oméga de quoi? Eh bien, vous voyez ici que vous allez avoir un x dy, mais c'est aussi l'intégrale sur d rond oméga de moins y dx. Hein, je réécris, je spécifie le v1 dx plus v2 dy dans ce cas ou dans celui-là, ou alors c'est carrément 1/2 de l'intégrale sur le bord de moins y dx plus x dy. Voilà, on a donc trois possibilités de calculer l'aire d'un domaine oméga à partir de ces trois intégrales curvilignes, et nous allons prendre tout de suite un exemple pour valoriser cela. Alors, exemple, si vous voulez. Alors, exemple dans cette application par ces trois formules potentielles qui nous permettent de calculer l'aire d'un domaine délimité par un bord, encore une fois,
à régularité suffisante, eh bien, on va calculer calcul de l'aire d'une ellipse. C'est-à-dire, l'aire d'une ellipse est donnée, une ellipse est donnée comme un cercle par des équations paramétriques extrêmement simples, x égale a cos t et y égale b sin t, avec t qui appartient à 0 de pi. Donc, vous reconnaissez l'équation d'une ellipse. X sur A au carré plus Y sur B au carré égale cos carré plus sin carré, c'est-à-dire 1. Donc vous avez X2 sur A2 plus Y2 sur B2 égale 1, c'est bien l'équation d'une ellipse. Très bien. Alors, ça veut dire que donc vous avez votre ellipse. Donc là, vous êtes entre A et moins A. Et là, entre B et plus B. Entre moins B et B. Et donc, on va prendre un point M ici. C'est un point M de T. Le point M de T, si vous voulez, est défini par ces coordonnées-là. Alors, si je considère l'aire de oméga, c'est ça oméga, donc voilà notre domaine oméga, R de oméga, et que je vais regarder par exemple, on pourrait prendre n'importe laquelle des trois formule proposée précédemment, c'est la même difficulté ou facilité de mise en œuvre. Alors, pour ceux qui me diraient, justement, prenez la troisième, parce qu'elle a l'air plus compliquée, plus riche. Allons-y. 1 demi de somme sur le bord de moins y dx plus x dy. C'est-à-dire, en fait, rappelez-vous, cette interprétation sur le bord de v de m dm, où en fait, eh bien, on a plusieurs choses à dire. Première chose, le champ de vecteur V, vous voyez, il est écrit ici. Le champ de vecteur V, on va l'écrire comme ça, par exemple, 1 demi moins Y et X. Ça, c'est une première chose. Le champ de vecteur est là. La paramétrisation, nous l'avons considéré il y a un instant, c'est-à-dire c'est M de T, c'est A cos T et B sin T, avec t entre 0 et 2pi. Et puis, comme on le sait, puisque ça va être l'intégrale entre 0 et 2pi, c'est la définition de la circulation, rappelez-vous, d'un champ de vecteur. Donc, c'est V de M de t, M' de t, vecteur tangent, scalaire M' de t, dt. D'accord ? Voilà, je me suis fait un peu de place. Donc, on a besoin de calculer M' de t. M' de t, ça ne va pas être très violent, comme vous l'imaginez bien. Donc, ça va être moins A sin t et B cos t. Et puis, on peut encore aller encore plus loin, parce que vous voyez qu'on a besoin d'écrire V de M de t. V de M de t, il est là. V de M de t, écrivez tout tranquillement. Pour vous familiariser avec ces notations, je vous le recommande vivement. Donc V de M de T, qu'est-ce que je vous dise, c'est 1 demi de moins Y, donc de moins Y, donc de moins B sin T, et de X, donc de A cos T. Voilà. Vous voulez qu'on fasse un petit calcul encore en dehors de l'intégrale? Vous avez raison, on va le faire. Donc ça veut dire que V de M de T scalaire M' de t, c'est égal à quoi? Scalarisons, ou effectue le produit scalaire, on dit plutôt comme ça, de ce vecteur par le vecteur M' de t, une petite flèche pour ceux qui ont un souci avec les flèches. Voilà, il y a la flèche, tout va bien. Bon, écoutez, on y va. Donc, vous voyez que AB, ça fait moins A moins B, donc ça fait AB. Sin carré t, donc je vais mettre AB en facteur. Là, j'ai un sin carré t. Sin carré t, et puis plus AB, de nouveau, fois cos carré t. Donc, plus cos carré t, j'ai mis AB en facteur. Donc, ça fait AB. Petit calcul, moins B sin t, moins A sin t, plus AB sin carré t. Mais j'ai encore un AB dans le produit scalaire qui arrive ici, que je mets en facteur. Facteur de cos carré t, donc AB. Et bien, donc, vous voyez que l'aire de D, l'aire de oméga, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler D, on l'appelle D aussi, le domaine. Eh bien, c'est cette intégrale-là
de 0 à 2pi de AB. N'est-ce pas? dt. Et puis, il y a un demi, parce qu'on a besoin d'un demi lorsqu'on écrit le champ de vecteur. Alors, V, ben alors il faut mettre un demi, il faut mettre sur 2, puisque j'ai oublié le sur 2. C'était pour voir si quelqu'un suivait. Habituellement, vous faites la remarque online, hein, donc voilà, sur 2, sur 2. Bon, vous avez compris, ce petit oubli en cours de route, ben ça fait quoi? Ça fait 2pi AB sur 2, et donc vous obtenez que l'aire de D, ni plus ni moins, c'est pi AB. Vous retrouvez que l'aire d'une ellipse de l'ellipse, eh bien, c'est pi AB. Voilà en ce qui concerne cette application avec cette formule des trois formules précédentes. Alors, si vous aviez pris l'autre formule, hein, rappelez-vous, hein, l'une des deux autres formules, il y avait par exemple du x dy, rappelez-vous, l'intégrale sur c de x dy. Comment on fait? Ben, on écrit x dy, c'est 0 dx plus x dy. Donc, le champ de vecteur, c'est plus ce champ-là, hein, puisque c'est x dy, donc c'est 0 dx plus x dy. Donc, le champ de vecteur, c'est 0 x. Et donc, vous remettez en place le calcul et vous allez retrouver pi AB. Sinon, il y a un souci et il n'y aura pas de souci. Voilà en ce qui concerne une application extrêmement, j'ai envie de dire, efficace du théorème de Green-Riemann concernant le calcul de l'aire d'un domaine oméga, ici, l'aire d'une ellipse. Alors, nous allons maintenant voir comment, du point de vue théorique, ce théorème de Green-Riemann donne comme application très naturelle le fameux théorème de Green-Ostrowski. Alors, le paragraphe s'intitule « Flux et divergence d'un champ de vecteurs ». Flux et divergence d'un champ de vecteurs. D'un champ de vecteurs. Alors ça, on avait déjà vu la divergence, mais on va le respécifier. Et ensuite, on aura le théorème de Green-Ostrowski. Alors, on va considérer de nouveau dans le plan un domaine oméga, toujours orienté dans le sens trigonométrique, C+, si vous voulez, on va le noter comme ça, sans point double, régulier, C1 par morceau, etc., etc. En un point, eh bien, on a le vecteur tangent grand T de petit t. Alors, ça veut dire qu'on a supposé qu'au point M, on a une paramétrisation, hein, M de t, on a une paramétrisation qui est de la forme f de t, g de t, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, avec f et g suffisamment régulières, et t appartenant à un intervalle AB. D'accord. Alors, on suppose que cette paramétrisation, hein, à partir de cela, on obtient le vecteur tangent t de t qui vaut, hein, on vient de l'utiliser en application, c'est f' de t, g' de t. Je ne vous apprends plus rien dans ce domaine. Eh bien, on va supposer que cette paramétrisation est ce qu'on appelle une paramétrisation naturelle avec, c'est-à-dire, eh bien, la norme de grand T de ce vecteur tangent égale 1. Évidemment, si pour une paramétrisation donnée, vous obtenez un vecteur tangent sous cette forme qui n'est pas normée, c'est-à-dire dont la norme n'est pas égale à 1, eh bien vous construisez le vecteur t étoile qui va être t sur norme de t, et du coup vous avez une nouvelle paramétrisation qui va devenir une paramétrisation naturelle, c'est-à-dire dont le vecteur tangent sera normé. Pas de difficulté particulière. Alors pourquoi je l'ai considéré de cette manière-là? Parce que, c'est-à-dire naturel, parce que je vais introduire le vecteur normal unitaire sortant normé, justement. Et donc, petit n, c'est quoi? Eh bien, petit n, c'est ni plus ni moins que la rotation dans le sens opposé au sens trigonométrique, donc du vecteur tangent. Donc, il faut que je prenne le vecteur de composante f'g' de t, évidemment, on peut simplifier l'écriture, et que je lui applique une matrice de rotation d'angle moins pi sur 2. Alors, rappelez-vous, hein, cosine moins sin cos, la matrice de rotation, ça c'est du connu, archi-connu, je pense. Enfin oui, c'est plus que je pense, c'est du L1 algèbre linéaire. Donc, cosinus moins pi sur 2, 0. Cos sinus moins pi sur 2, moins 1. Et donc là, ça va être plus 1, et là, ça sera 0. Donc le vecteur normal pour cette paramétrisation est ce vecteur tangent qui est normé.
va par rotation conduire à un vecteur normal qui sera obligatoirement normé. Par rotation, il n'y a pas de dilatation ni de compression, ça vous l'aviez deviné. Alors il vaut combien ce vecteur? Eh bien il vaut 0 fois f', il vaut g' ici, il vaut g' ici, puis il vaut moins f' en deuxième composante. Voilà. Alors à partir de là, eh bien on définit le flux, soit V, un champ de vecteurs suffisamment régulier, hein, on peut mettre d'ailleurs vecteur au pluriel, quand on dit un champ de vecteurs, on a une infinité de vecteurs, puisque c'est un vecteur par point du domaine, ici, oméga. Eh bien, on a un champ de vecteurs, on va se donner un champ de vecteurs grand V, et on va appeler, on appelle phi le flux de grand V au travers du bord des ronds oméga de oméga, évidemment. La quantité définie par, eh bien, phi, ça va être, alors, définition symbolique, ça va vous rappeler quelque chose. Somme sur le bord de V scalaire dn, le n que l'on vient d'introduire. Oui, mais ça, c'est une écriture qui ne veut strictement rien dire. Alors évidemment, du point de vue de la physique, on va faire des petites choses, on va dire, oui, on peut faire des interprétations. Nous, on va donner la définition. Ça ressemble exactement, vous conviendrez, à ce que l'on a vu pour la circulation. Mais alors là, la définition, eh bien, c'est l'intégrale de A à B, de V de M de T, scalaire N de M de T, dt. Donc là, c'est la définition. Ça, c'est symbolique. Donc, si on considère un champ de vecteurs grand V présentant les propriétés de régularité comme le domaine oméga, ce n'est pas notre cas de figure de considérer, évidemment, pour la énième fois, des pathologies pour introduire des définitions, tout simplement. Eh bien, le flux, c'est finalement ce que l'on note, V scalaire dn. Alors là, c'est une notation symbolique, c'est pour ça que j'ai mis symbole. Et la définition, la voilà, eh bien, c'est l'intégrale de A à B, donc c'est une intégrale simple. Donc là, on sait de quoi on parle. V de M de T, on comprend ce que ça veut dire. Scalaire N de M de T, bien évidemment, la normale, ici, je n'ai pas voulu surcharger l'écriture, mais N dépend bien du point M sur le bord. dt, N de M de T, dt. Et ça, c'est à rapprocher hein, avec de la circulation, rappelez-vous, qu'on avait noté gamma, gamma. C'était l'intégrale de A à B, de V de M de T, M' de T, dt. Ou si vous voulez, le M', c'était le vecteur tangent, hein, T de T. Hein. On l'avait noté aussi à l'époque, T de petit t. Donc c'est exactement le pendant de la circulation. Mais cette fois-ci, on ne scalarise plus par rapport aux quantités tangentes. On ne somme plus sur les projections du vecteur V sur les tangentes le long du domaine des ronds oméga, mais on projette le vecteur grand V sur la normale, et c'est pour cela que l'on appelle le flux, parce qu'en fait, on fait la somme de ces quantités projetées dans la direction perpendiculaire au bord des ronds oméga. Et c'est ce que l'on appelle le flux, avec évidemment une connotation très marquée pour ceux qui font de la physique parmi vous, essentiellement pour ceux qui font de la mécanique des fluides. Mais on peut parler aussi de flux, de champs, comment dirais-je, électromagnétiques au travers d'une surface, bon, etc. Les applications ne manquent pas. Et bien, à partir de la définition de ce flux d'un champ de vecteurs, et bien, comme conséquence du théorème de Green-Riemann, nous allons démontrer le fameux théorème de Green-Ostrowski. Alors, théorème de Green-Ostrowski. Toujours dans les conditions d'application géométrique et de régularité du champ de vecteurs, eh bien on a
que l'intégrale sur oméga, toutes les données ont été présentées, précisées précédemment, donc de quoi? Eh bien, de la divergence du champ de vecteurs que l'on considère défini, régulier, sur oméga lui-même, sans point double, etc. Eh bien, c'est ni plus ni moins que le flux du vecteur V au travers du bord, c'est-à-dire, je peux le réécrire, c'est-à-dire l'intégrale sur AB avec les notations de V scalaire M de T, N de M de T, dt. Voilà le théorème de Green-Ostrogatsky. Alors, je vous rappelle, pour le mettre en place, rappel, mais enfin, ça c'est vraiment un rappel pour ceux qui, parmi vous, ne s'en souviendraient pas, mais enfin, je pense que la majorité d'entre vous s'en souviennent, en tout cas, je l'espère. Divergence de V, c'est d de V1 sur dx plus d de V2 sur dy. Et l'idée, j'ai envie de dire, extrêmement lucide ou brillante, vous pourrez le dire comme vous voulez, de ce théorème, c'est-à-dire de cette collaboration entre Green et Ostrogatsky, c'est de pouvoir réinterpréter cette écriture pour utiliser le théorème de Green-Riemann. Oui, mais le théorème de Green-Riemann, il y a un signe moins, il n'y a pas un signe plus. Donc il faut trouver une astuce d'écriture qui va permettre d'introduire un signe moins dans l'écriture de cette divergence. Comment faire? Eh bien, à partir d'un champ de vecteur V de composante V1, V2, il y a un vecteur très simple, oui, très simple, qui introduit ce signe moins dans ses composantes. C'est le vecteur que l'on appelle V perp ou V orthogonal. Eh bien, le vecteur V orthogonal, c'est un vecteur qui est orthogonal au vecteur V. Si V est de composante V1, V2, figurez-vous que quelque chose qui est orthogonal, c'est quelque chose dont le produit scalaire avec V1, V2 doit donner 0. Eh bien, il faut mettre moins V2 en première composante et V1. Vous vérifiez évidemment que V1 fois moins V2 plus V2 fois V1, ça fait bien 0. Ah oui, mais là, du coup, vous avez un champ de vecteurs où un signe moins a été introduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez l'intégrale sur oméga de divergence V, que je vais réécrire l'intégrale sur oméga de d de V1 sur dx. Oui, mais d de V1 sur dx, c'est d de V2 orthogonal sur dx. Ça veut dire que V2 orthogonal, la deuxième composante de V orthogonal, c'est V1. Donc d de V1 sur dx, c'est d de V2 orthogonal sur dx. Et d de V2 sur dy, mais V2, si vous voulez, c'est moins V1 orthogonal, on est bien d'accord. Donc c'est moins d de V1 orthogonal sur dy. Le tout fois dx, dy. Je répète, parce que c'est là l'astuce. Hein, si on pose et qu'on fait dérouler les calculs, personne ne va trouver quoi redire et vous comprendriez tous, évidemment, la démonstration. On n'en a rien à faire, je vous ai déjà dit, la difficulté, c'est mais d'où vient l'idée de? Oui, mais ça, c'est le challenge. Donc, comment évaluer cette divergence dans cette intégrale ici, qui va faire apparaître une somme de dérivées partielles pour utiliser le théorème de Green-Riemann, si ce n'est qu'en réinterprétant cette divergence dans l'intégrale pour faire apparaître un signe moins dans des différences de dérivées partielles. Il faut faire apparaître une différence de dérivées partielles. Alors c'est là que l'idée est assez naturelle, c'est de construire un vecteur V, c'est de construire un vecteur orthogonal au vecteur V qui est justement lui-même construit à partir d'un signe moins sur l'une de ses composantes par rapport au vecteur V. Donc ça, vous l'aviez compris. Du coup, bien, d de V1 sur dx, c'est d de V2 orthogonal. Hein. Ça, c'est ni plus ni moins V2 orthogonal. Et ça, c'est ni plus ni moins V1 orthogonal. Donc, V2, c'est moins V1 orthogonal. Donc, V2, c'est bien moins V1 orthogonal. Et évidemment, la dérivée, elle suit. Alors, à partir de là, eh bien, vous voyez par Green-Riemann vous donne que c'est l'intégrale sur le bord. De quoi? Eh bien, on l'a déjà fait. Hein. C'est V orthogonal
au point M de t, c'est ni plus ni moins la circulation du champ de vecteur V orthogonal. Donc V de M de t, scalaire M' de t, dt. Je vous rappelle que si, c'est pour ça que j'ai commencé cette séance aujourd'hui par une interprétation aussi vectorielle, oubliez l'orthogonal, mais si on a V2 et V1, donc on aurait V1 dx plus V2 dy en termes d'intégrale curviligne. Donc on aurait exactement V orthogonal ici, puisque le champ de vecteur c'est plus grand V, c'est grand V orthogonal. Aucune problématique. Donc ça c'est par Green-Riemann. Eh bien détaillons de quoi il s'agit. Ça c'est l'intégrale donc de A à B. C'est l'intégrale de A à B. Alors, on a quoi? Eh bien, on a V1 orthogonal fois la première composante de M', c'est-à-dire F' de t. Alors, on pourrait écrire V1 orthogonal pour être rigoureux au point M de t, si vous voulez, fois F' de t, plus V2 orthogonal en M de t, fois G' de t. Oui, ça, vous n'avez pas de difficulté. Le tout dt. Qu'est-ce que cela donne maintenant en termes de réinterprétation par rapport au champ de vecteur grand V initial? Eh bien, réinterprétons maintenant cette écriture pour évaluer cette intégrale double. Donc, on n'a que l'intégrale double sur oméga de divergence grand V dx dy. Alors, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à l'intégrale sur AB de, on a dit, V1 orthogonal. Alors, V1 orthogonal, c'est moins V2. Donc, c'est moins V2 en M de t fois F' de t plus V2 orthogonal, c'est-à-dire V1 en M de t fois G' de t, le tout dt. Hein, je ne fais que remplacer cette écriture de champ de vecteur V orthogonal, ou V perp, on l'appelle comme ça dans la littérature, et on obtient très simplement cette écriture. Alors là, réorganisons, c'est-à-dire mettons de l'ordre avec V1 d'abord, puis V2 d'après, tout simplement. Donc on a V1 de M de t fois G' de t, plus, moins, pardon, V2 de M de t, V2 de M de t, F' de t, F' de t, dt. Et je vous rappelle, je vous rappelle, on l'a démontré tout à l'heure très simplement par une rotation de moins pi sur 2, avec le vecteur n, qui est ni plus ni moins, eh bien le vecteur qui apparaît ici, G' de t moins F' de t. Moins F' de t. Donc ça me donne que ni plus ni moins que somme sur oméga de divergence grand V dx dy, c'est égal à l'intégrale sur AB. Eh bien, compte tenu de ce que l'on vient de réinterpréter en termes de scalarisation maintenant grâce au vecteur normal de composante G' moins Z', c'est ni plus ni moins V de M de t scalaire N de M de t dt. Donc, c'est bien le flux du champ de vecteur grand V qui est calculé au travers, hein, on peut le réécrire, c'est l'intégrale sur d rho oméga de V scalaire n dn, V scalaire dn. Oui, on va le réécrire si vous voulez. On va le réécrire. Vous voulez qu'on le réécrive, on va le réécrire. C'est donc, évidemment, ni plus ni moins, eh bien l'intégrale sur le bord, par définition, ça c'est la définition de V scalaire dn. Et donc, c'est bien le flux du champ de vecteur grand V qui est concerné par l'intégrale qui est égale à l'intégrale de la divergence de V dans le domaine grand oméga. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Cette application du théorème de Green-Riemann avec la formule de Green-Ostrogradsky est particulièrement utile, notamment dans les applications à la mécanique des fluides, mais pas seulement. Et donc, la prochaine fois, nous verrons des extensions de cette formule de Green-Ostrogradsky. Je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de partager, de permettre à d'autres camarades que vous connaissez de bénéficier de cette aide substantielle que j'essaie de mettre à disposition pour vous permettre soit de préparer, comme certains me l'ont déjà écrit, de
première année d'université pour préparer la rentrée tranquillement, chemin faisant, d'ici la rentrée prochaine, du L2 pour certains d'entre vous en mathématiques, mais pas seulement, en mécanique, en physique et à d'autres applications. Et donc, faites-le savoir. À très bientôt. Protégez-vous. Bonne journée.